Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des Jours Heureux. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Porte. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thomas Porte, vous êtes actuellement le directeur de l'Observatoire national de l'extrême droite, ancien responsable national du collectif des cheminots pour le PCF et surtout, vous avez été syndicaliste CGT cheminot pendant 10 ans. Et parmi les 160 pages du programme L'Avenir en commun, qui est divisé en 14 chapitres et qui est sorti le 18 novembre 2021 et qui coûte 3 € en librairie, vous avez choisi de parler de la page 50 qui s'appelle « Développer les transports publics écologiques, repenser la mobilité individuelle ». Ma première question est simple. Pourquoi avez-vous choisi ce point du programme en particulier ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, au regard de l'urgence écologique et environnementale qui est face à nous, et notamment par rapport à ce que dit le GIEC, c'est-à-dire une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, où le transport est un secteur massif d'émissions, je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une grande politique publique de transport. On parle beaucoup dans la campagne d'éducation et de santé, et c'est tout à fait normal, mais je crois que les transports publics, marchandises et voyageurs peuvent être une matrice des grandes politiques publiques de demain. Ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, contre la désindustrialisation, aménager le territoire, permettre le droit au transport d'être effectif dans ce pays. Donc je crois que c'est vraiment un cœur des politiques publiques qu'il faudra mener demain. Alors justement, quel est l'état du rail aujourd'hui en France ? Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un réseau vieillissant qui a en moyenne 30 ans, alors qu'en Allemagne, c'est entre 10 et 15. Et on a quasiment 9000 km de lignes qui sont aujourd'hui menacées de fermeture puisqu'elles n'ont pas été entretenues à la hauteur. On a des milliers de kilomètres de ralentissement, c'est-à-dire des limitations de vitesse sur des secteurs comme on n'a jamais connu. Aujourd'hui, on a un réseau qui est vieillissant, qui n'a pas été entretenu par l'État, qui se décharge notamment, qui a tendance à décharger sur les régions. Et ça, c'est un véritable problème puisqu'on a des lignes qui se ferment et on sait que dans le milieu ferroviaire, quand on ferme des lignes, pour les réouvrir, c'est très compliqué derrière. On met ça dans les bus après, on a connu avec les bus Macron. Mais on a quand même un réseau qui est aujourd'hui très dense. Il y a une capillarité, c'est-à-dire des lignes qui vont partout sur le territoire qui sont importantes. Mais il ne faut pas l'abandonner. Et c'est le moment de le relancer, d'investir pour permettre aux gens de se déplacer en train, puisqu'il y a aussi une urgence et une exigence des populations à utiliser des transports publics communs qui soient très peu chers, puisqu'il y a aussi la question de la tarification, et qui soient efficaces dans la lutte contre la planète. C'est ce qu'avaient dit les Gilets jaunes d'ailleurs à l'époque. On a besoin de mobilité, mais nous on n'a que notre voiture. Donc comment on fait pour aller bosser, pour aller se soigner, pour aller à l'école si on n'a pas de transport public commun ? Évidemment, il n'y a pas mieux que le rail aujourd'hui public pour relancer ça. Alors justement, quel est le rapport des Français au train après la pandémie notamment et après les conséquences que la pandémie a eues aussi sur le secteur aérien ? Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience qui est majoritaire dans le pays, qui a déjà émergé dans d'autres pays européens, notamment dans les pays scandinaves, où il y a une espèce de honte un peu à prendre l'avion au regard de l'empreinte carbone que ça dégage et une priorité donnée au train. Aujourd'hui, les Françaises et les Français, ils sont favorables au transport public, ils sont favorables à se déplacer en train, ils préféreront toujours prendre le train plutôt que leur voiture, sauf qu'on ne crée pas les conditions aujourd'hui de les amener à prendre le train. C'est ça qui a été mis en lumière par la crise, parce qu'on a dit il faut se déplacer avec des transports qui sont écologiques, qui permettent de limiter l'utilisation à la fois des voitures et des transports de marchandises par la route pour les routiers, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas l'offre qui permet de faire ça. Et il y a aussi un desiderata de réduire le transport aérien, et il y a quand même des aberrations dans ce pays. On a encore aujourd'hui des lignes aériennes qui sont en fonctionnement, alors qu'on a l'équivalent en train en 2, 3 ou 4 heures. Donc je crois que ça, il faudra le mettre dans le débat public, et il faudra dire que sur certaines liaisons, et moi je pense par exemple à aujourd'hui Paris-Toulouse, on a 4 heures de train de Toulouse. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de prendre l'avion ? Paris-Bordeaux, 2 heures de LGV, on a encore aujourd'hui des allers-retours quotidiens entre Paris et Bordeaux, donc ça c'est pas acceptable, et il faut mettre un coup d'arrêt à toutes ces logiques qui sont simplement basées sur la question de la rentabilité économique et qui ne prennent pas en compte les questions écologiques et sociales. En préparant cet entretien, je suis tombée sur une interview dans l'Express du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, une interview qui date du 12 septembre 2021 et qui, à la question « Quel sera le paysage ferroviaire français en 2030 ?» répond « Dans 10 ans, la concurrence sera généralisée. La loi européenne est très claire. À partir de 2023, toutes les activités dont nous avons aujourd'hui le monopole devront avoir donné lieu à appel d'offres. » Alors la concurrence sur le rail a déjà commencé avec Trenitalia sur le TGV, Transdev sur les TER. 5 régions ont déjà lancé le processus d'appel d'offres pour mettre en concurrence la gestion de leurs TER. Quel est l'impact de la mise en concurrence des lignes de transport sur les usagers et sur les employés ? Déjà, il faut rappeler que l'ouverture à la concurrence, elle n'est pas obligatoire. Contrairement à ce que raconte le PDG de la SNCF, M. Farandou, qui avant était à la tête de Keolis, donc une filiale privée, les textes européens disent effectivement qu'on peut ouvrir la concurrence. Mais si la France décide que ce secteur-là,
il doit être mis sous protection de la nation parce qu'il représente un intérêt particulier, il peut être sorti des logiques de concurrence. Donc ça, il faut le rappeler, la concurrence, elle n'est pas inéluctable. Et vous l'avez dit, à la SNCF, la privatisation, on l'a connue d'abord dans le fret ferroviaire, on en parlera tout à l'heure, ça a été une véritable catastrophe. Et on le voit dans les transports de voyageurs, là où ça a été ouvert à la concurrence en Europe, ça s'est traduit, c'est toujours le même triptyque. C'est dégradation des conditions de travail pour les salariés du rail d'abord, baisse de services pour les usagers corrélée à une augmentation des prix, et des conditions de sécurité abaissées, puisque en Angleterre, qui est quand même le pays symbole de l'ouverture à la concurrence et de la privatisation sur les logiques de Thatcher, ça s'est traduit par beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts en Angleterre à l'ouverture du rail, à tel point qu'aujourd'hui, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles sont des pays qui, eux, renationalisent leur réseau, puisqu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Et pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, en Angleterre, à partir de 1995 jusqu'à 2017 ou 2018, le fait que ce soit ouvert à la concurrence, on a eu une explosion du prix en moyenne des billets de train de 117%. Et les abonnements, qui sont les abonnements de travail ou les cartes de réduction qu'on connaît en France, ont augmenté de 20 à 30%. Donc on voit que derrière l'ouverture à la concurrence, il y a une question de dégradation pour les usagers, pour les gens qui travaillent, une remise en cause de la sécurité et une baisse de l'offre. Parce que vous comprenez bien que ce qui va gérer et ce qui va conduire les politiques qui seront menées, c'est la rentabilité. Et est-ce qu'on va mettre des trains aujourd'hui privés sur des lignes où il y a peu de voyageurs, ou est-ce qu'on va se concentrer sur la ligne, je pense à Bordeaux-Arcachon, d'ailleurs qu'Alain Rousset, le président socialiste de la région, entend ouvrir à la concurrence parce qu'elle est pour lui rentable, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui la prennent tous les jours, et par exemple les trains qui sont aujourd'hui au cœur de la Creuse, à qui on va les donner. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas. Le secteur du rail, comme la santé et l'éducation, ça ne doit pas répondre à une logique économique, ça répond à une logique de besoin des populations, à une logique de droit au transport, qui est quand même un droit qui doit être garanti par l'État et qui aujourd'hui ne l'est pas. Et la privatisation, c'est l'échec assuré. Et ça ne marche pas. Et il y a un peu un sentiment de sidération en France, puisqu'on voit que dans tous les pays européens où ça a été fait, on revient petit à petit en arrière. Et nous, on a un gouvernement qui va toujours plus loin dans la privatisation, alors qu'on sait les conséquences qu'il va y avoir. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les gens, ils sont majoritairement contre l'ouverture à la concurrence, puisqu'ils voient bien ce que dans d'autres secteurs, comment cela s'est traduit. Oui, bah d'ailleurs, je m'étais noté ça. En 2018, il y a l'Institut de sondage Opinionway qui avait sorti un sondage qui disait que 68% des Français interrogés étaient favorables à l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français. Et là, en 2021, dans le sondage Harris Interactive publié en juillet, il montre que 76% des Français sont pour le retour d'un contrôle public sur le rail et les trains. Donc ça Oui, montre bien parce que vous avez beaucoup de gens qui ont fait l'expérience d'aller en vacances en Angleterre ou dans des pays où c'est ouvert à la concurrence. Quand ils prennent le train là-bas, bah, ils se rendent compte que quand ils râlent en France sur le service qu'il leur est offert, qu'il faut améliorer parce qu'on a tellement détruit l'outil aussi que c'est difficile. Mais quand ils vont dans des pays étrangers où c'est ouvert à la concurrence, ils se rendent compte que c'est pas acceptable. Il y a des exemples concrets. Par exemple, quand vous allez dans des pays scandinaves où c'est ouvert à la concurrence aussi, vous avez évidemment beaucoup d'opérateurs qui vendent des billets différents. Mais quand vous avez des correspondances entre deux trains, vu que ce n'est pas le même billet souvent que vous avez acheté, si le premier train est en retard, le deuxième ne va pas attendre pour vous acheminer à votre destination, puisque lui, ça ne l'intéresse pas. Vous avez acheté un billet sur sa compagnie, il n'a pas de rapport avec l'autre. Donc on voit aussi que c'est ces petits détails qui font qu'avoir une entreprise publique unique et unifiée, comme c'était la SNCF originellement, et c'est ce qu'on demande, c'est-à-dire le retour à cette entreprise publique, c'est un des marqueurs importants pour avoir une grande politique publique de transport qui soit utile à tout le monde. Alors, c'est dit dans l'introduction de cette fameuse page 50 du programme qui fait partie du chapitre 4, les grands défis de la bifurcation écologique. La libéralisation empêche toute politique de bifurcation écologique. Alors, en quoi l'ouverture à la concurrence des lignes SNCF est contradictoire avec la mise en place d'une politique de bifurcation écologique? C'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous ouvrez à la concurrence, les appels d'offres et les entreprises qui vont se positionner dessus, elles ne vont pas se positionner pour faire du train parce que ça les intéresse de transporter des gens, parce qu'elles ont intérêt à sauver la planète, parce qu'elles pensent que c'est bien de faire un transport propre. C'est pas ça qui les guide. Ça va être la question de comment je vais faire du fric avec cet outil-là de transport. Donc les lignes, entre guillemets, rentables dans leur logique à elles, elles vont être maintenues. Il y aura peut-être même plus de trains sur ces lignes-là, puisqu'il faudra payer, donc ça va faire du fric en plus pour elles. Par contre, là où elles vont considérer qu'il y a peu de voyageurs, elles vont les fermer. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'il va leur rester à faire? Prendre leur voiture, prendre des bus comme Emmanuel Macron nous l'avait mis en place. Et je rappelle au passage que les fameux bus Macron, qui étaient présentés comme un outil fantastique, aujourd'hui c'est une catastrophe puisqu'il y avait beaucoup de compagnies, il n'y en a quasiment plus qu'une ou deux qui sont en position de monopole, donc les tarifs déjà ne sont plus du tout les mêmes. Il y a certains endroits du territoire où, je parlais de la Crèce tout à l'heure, parce que c'est un peu symbolique, on avait des lignes de train, elles ont été fermées.
On a mis des bus Macron à la place, sauf qu'il y avait aussi personne dans les bus, donc on a fermé les bus. Donc les gens n'ont plus de train et plus de bus. Donc les politiques libérales, quel que soit le secteur public sur lequel elles veulent se mettre, elles n'ont pas comme enjeu le développement du bien-être, le développement de la planète. C'est pas ça leur logique, et c'est incompatible avec des politiques publiques à dimension ambitieuse importante pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on voit bien que tous ces secteurs-là, quand ils ne sont pas mis sous contrôle de la puissance publique, eh ben, ça ne répond pas aux enjeux du moment. Et ça, les gens l'ont bien compris, mais c'est une bataille à mener, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la direction de la SNCF, parce qu'on parle de la SNCF souvent et on présente ça, et les gens dans leur esprit, SNCF, c'est train. SNCF, c'est 1000 filiales à travers le monde. C'est du transport de marchandises par la route, c'est du métro au Canada, à Boston, aux États-Unis. Donc c'est aujourd'hui une multinationale qui répond avec un logiciel aussi financier et économique. Et il y a des exemples très concrets. Sur le fret ferroviaire, la SNCF préfère faire circuler des camions avec Géodis, qui est sa filiale, où elle embauche des chauffeurs de l'Est avec des salaires catastrophiques, plutôt que de mettre du train. Donc forcément, on se rend compte que eux, leur intérêt, c'est pas la planète, leur intérêt, c'est le fric. C'est pour ça qu'il faut avoir une politique publique et interdire l'ouverture à la concurrence sur certains secteurs qui sont stratégiques pour la nation. Alors justement, sur la question du fret, le 13 septembre 2021, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé un nouveau plan de soutien au fret ferroviaire de 170 millions d'euros tous les ans jusqu'en 2024, avec pour objectif de doubler la part des marchandises transportées par le rail en France, passant de 9 à 18% d'ici à 2030. Un objectif inscrit d'ailleurs dans la loi climat, en tant qu'il souhaite développer la part de marchandises transportées en France par train. Qu'en pensez-vous ? Je crois qu'il y a une chose à souligner qui est positive, c'est qu'on a réussi à réinstaller dans le débat public la question du fret ferroviaire. Ouais. Et tout le monde a très bien compris que c'était un outil qui demain sera essentiel pour sauver la planète et permettre d'éviter d'avoir des milliers et même des millions de camions sur les routes. Sauf qu'aujourd'hui, les solutions que met sur la table Jean-Baptiste Djebbari, c'est les mêmes qu'on connaît à la SNCF et à Fret SNCF depuis des décennies. Chaque fois, on nous présente la même chose. Il y a eu des plans, des rapports, et on met de l'argent public, mais c'est tout en fait. Donc ça ne suffit pas, puisque ça demande de rénover l'infrastructure, ça demande de prendre en compte les coûts externes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait rouler des camions qui ne paient pas l'infrastructure, qui polluent, donc la concurrence elle est déloyale. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cela, on ne pourra pas relancer le fret de façon durable. Il y a aujourd'hui des propositions qui sont très concrètes. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les marchés d'intérêt nationaux. Le mine de Rungis, par exemple, il y en a plusieurs en France. Ils sont aujourd'hui pas relayés, la plupart, au réseau ferroviaire. Donc ça, il faut le faire. On a plusieurs ports de dimension nationale et internationale en France. Comment on les relie au réseau ferroviaire pour que les marchandises qui arrivent des ports, elles soient directement sur les trains pour être après acheminées dans les territoires. Moi, quand je dis ça, il ne s'agit pas non plus d'opposer le rail à la route, parce qu'il y a aussi des chauffeurs routiers et des milliers de gens qui travaillent dans ce secteur-là, et il faudra les accompagner sur des nouveaux métiers et les former. Et on aura quand même toujours besoin de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Le train, il ne pourra pas aller partout, mais il faut limiter au maximum les camions qui circulent. Quand vous allez sur les autoroutes à la frontière espagnole, c'est des murs à camions sur des centaines de kilomètres, alors qu'on a des outils ferroviaires. Donc aujourd'hui, c'est de la communication ce que fait le gouvernement sur le fret ferroviaire. D'ailleurs, on a eu un peu de bouger sur le Perpignan-Rungis qui a été un peu relancé, mais sur les autres lignes, on n'a pas de réponse. C'est une autoroute ferroviaire que Jean Castex a voulu rouvrir. En fait, le Perpignan-Rungis, c'est un train qui est un peu historique et symptomatique du fret. Il amène des fruits et légumes frais depuis Perpignan jusqu'aux mines de Rungis qui après alimentent le bassin parisien. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait quasiment 3 trains par jour qui partaient de Perpignan pour aller à Rungis. Au fur et à mesure, il y en a eu 2, puis il y en a eu un, et puis la SNCF a décidé, elle pensait le fermer en catimini avec l'accord du gouvernement, sauf que manque de peau, il y a eu une mobilisation à la fois de la CGT cheminot, des élus de tout le courant de gauche, j'ai envie de dire, et beaucoup de citoyens. Sauf qu'on a réussi, au bout de 3 ans de bataille, à obtenir que cette ligne elle soit aujourd'hui relancée, mais elle est relancée avec 14 wagons simplement, ce qui est en dessous de la voilure initiale, et c'est sur 1 ou 2 ans, donc on n'a pas de pérennité sur l'avenir, on ne sait pas ce que ce train va devenir, mais le gouvernement était obligé de le relancer, parce que, si vous voulez, chaque fois que ce train ne roulait pas, c'était des dizaines de camions, et on estime que c'est 35 000 camions par an qui ont roulé à la place du train. Donc c'est une aberration, et personne ne comprenait pourquoi on avait une ligne, pourquoi on la fermait, et pourquoi on mettait des camions à la place, ça ne tenait pas la route, sauf qu'il a fallu quand même se battre et imposer que ce gouvernement-là décide de le faire. Maintenant, on sera très attentif, mais ce n'est pas le retour du train Perpignan-Rungis qui va relancer le fret ferroviaire, il faut des décisions politiques beaucoup plus globales. Alors justement, dans l'avenir en commun, on propose, nous, le développement du fret, qui ne s'inscrit pas donc à coup de mesurettes et d'injection d'argent de manière ponctuelle, mais qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un pôle public des transports et de la mobilité. Et c'est ma dernière question, qu'en pensez-vous ? Je crois que c'est une bonne chose, et je crois que la CGT notamment porte cette idée de pôle public du transport,
puisqu'on a besoin de réfléchir en globalité sur les transports. Je parlais du fret, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a plus de wagons, par exemple, notamment frigorifiques, parce qu'ils sont vieillissants. Là aussi, il n'y a pas eu d'investissement. À l'époque, on avait plusieurs entreprises françaises qui en fabriquaient. Elles ont fermé les unes après les autres. Et aujourd'hui, pourquoi on ne réfléchit pas à une filiale nationale de construction de wagons qui soit fait en France? Ça permet en plus de remettre des emplois sur le territoire, de garder une maîtrise nationale sur ce qu'on fait. Et ça peut être dans le cadre d'un pôle public du transport. Parce que la SNCF, elle vient d'ailleurs de vendre sa filiale Hermeva, qui est celle qui avait 50 000 wagons, par exemple. Elle a vendu ça, alors qu'on parle de relancer le fret, et on vend des wagons de marchandises. Donc on a du mal à... Enfin, on comprend les logiques, mais ils nous prennent un peu pour des abrutis, en réalité, quand on voit ça. Donc il faut effectivement... Le transport public, voyageurs et marchandises, il ne peut pas être réfléchi simplement à coup de subventions ou à coup de lignes budgétaires. C'est une réflexion globale. C'est comment on aménage le territoire, comment on met des trains, comment on réembauche des gens à la SNCF, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le statut de l'entreprise ferroviaire, il a tellement été détruit. On a aujourd'hui des gens qui quittent la SNCF, ce qui n'arrivait jamais avant. On a les salaires des cheminots qui sont gelés depuis 8 ans. Ils se sont mobilisés il y a quelques jours pour dénoncer ça. Donc c'est comment on remet des gens dans les trains, comment on remet des guichets ouverts du premier au dernier train pour qu'il y ait un contact humain, parce que les gens sont aussi en attente d'humanisation. Donc tout ça, ça va être l'enjeu d'un grand pôle public. Et il faut garder le contrôle public. Et moi, je rajouterai une chose. Il faut que le pôle public, en tout cas l'entreprise publique SNCF, elle soit sous contrôle citoyen et démocratique. C'est-à-dire que tout l'argent qui sera investi dans cette entreprise-là, on puisse avoir une traçabilité, qu'il puisse y avoir une espèce de conseil d'administration, y compris avec des syndicalistes, des citoyens qui regardent où va l'argent, comment il est utilisé, et qui puissent dire à l'État, ça ne va pas. Parce qu'on sait que sans mobilisation citoyenne et populaire, il ne faut pas laisser l'État non plus faire tout seul, il faut l'accompagner. Et on a besoin de cette démocratie-là, puisque je termine sur une chose, pour que les gens comprennent. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les comités de ligne. C'est-à-dire qu'en proximité, la SNCF réunissait les usagers, les élus locaux, des syndicalistes pour faire le point sur ce qui se passait dans les territoires. Tout ça, ça a été mis de côté. On a cassé les instances de représentation du personnel. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette expertise, parce que les cheminots sont quand même les premiers experts du rail. Ce sont eux qui le vivent au quotidien, qui travaillent, qui le font fonctionner. Donc on a besoin de les remettre aussi au cœur des décisions politiques concernant le transport public de marchandises et de voyageurs. Quelles sont les conséquences directes, concrètes de la privatisation du fret? C'est intéressant d'aborder ce point parce qu'on nous dit toujours dans tous les services publics, vous allez voir quand ça ne marche pas, on va ouvrir la concurrence. Et la concurrence, c'est le remède miracle qui doit tout régler. Sauf que Fret SNCF, c'est véritablement le laboratoire des politiques de privatisation. Et les conséquences, elles ont été dramatiques. On avait, en 2006, ça a été ouvert à la concurrence. C'est ce qu'on appelle les paquets de libéralisation qui sont votés au Parlement européen, qui sont des directives qui après permettent d'ouvrir la concurrence. On avait 20 000 salariés à Fret SNCF. On est aujourd'hui à moins de 4 000. Donc si vous calculez, ça fait 80% de suppression de postes. Je En pense combien qu'il y de a temps? entre 2006 et 2020, donc 14 ans. Vous avez aujourd'hui encore des réductions de postes à Fret SNCF, à la SNCF, où on n'embauche pas. On ne fait que supprimer des emplois. Et on a vu les conséquences en termes de marchandises transportées, puisqu'on était à l'époque à un peu plus de 20%, et on est aujourd'hui à moins de 10%. Et Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait fait un Grenelle de l'environnement où il fixait un objectif à 25%. Sauf que, évidemment, tout ce qu'on a mené comme politique, ça a permis de réduire la voilure et de ne pas transporter les marchandises. Donc, on voit que la concurrence et la privatisation, ça ne marche pas sur ce secteur-là. Donc, c'est véritablement un enjeu, j'ai envie de dire aujourd'hui, sanitaire, puisque derrière, il y a aussi des conséquences en termes de santé publique, puisqu'on estime à quasiment 100 milliards d'euros par an le coût de la pollution. Et vous avez dans ce pays 50 000 personnes qui décèdent prématurément pour cause de la pollution. Donc on voit bien qu'il faut sortir de ces camions de la route et les remettre urgemment sur le rail public. Eh bien, merci beaucoup, Thomas Porte, d'avoir été avec Merci. nous pour cet entretien des Jours Heureux, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitch et TikTok. À bientôt pour un nouvel entretien.